Madame, Monsieur, bonjour. Le samedi 24 mars 2018, la commune de Sémékodi, plus précisément Djefa, a vibré à la déferlante de la vague bleue. Un nouveau parti politique venait de voir le jour au Bénin. Son nom, USL, Union sociale libérale. Le leader et président d'honneur de ce parti politique est l'opérateur économique Sébastien Germain Ajavon. L'idée qui se susurrait dans les coulisses que le Maya de la volaille au Bénin allait créer son propre parti politique vient de devenir réalité. Comment va-t-il évoluer sur l'échiquier politique national? L'idée de la création de ce parti politique est au cœur de votre émission spéciale Baromètre. Baromètre qui porte aujourd'hui le titre Union sociale libérale, identité, vision et ambition. Et pour entrer dans le berceau de ce bébé politique et mieux le connaître et le faire connaître aux Béninois, nous avons invité en studio Donklam Abalo. Donklam Abalo, vous le connaissez certainement dans la presse, mais il nous vient aujourd'hui en tant que responsable à l'information et à la communication de USL, Union sociale libérale. Il en est en même temps le porte-parole. Donklam Abalo, bonjour. Bonjour à vous, Peko Baber Aladaye. Bonjour à tous les téléspectateurs de E-Télé. Merci pour l'invitation. Merci donc Donklam Abalo d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le porte-parole du parti USL, nouveau-né de l'échiquier politique national. Nous avons déjà plus de 200 partis politiques au Bénin. Pourquoi avoir décidé de créer un autre parti politique? Bien, merci pour la question. Je vous reposerai une autre question. Pourquoi ne pas créer un nouveau parti politique? C'est ça le débat, parce qu'aujourd'hui, nous avons des textes qui nous permettent de créer un parti politique. Nous faisons effectivement le débat du système partisan, mais à la date d'aujourd'hui, ce débat n'est pas tranché. Donc, à partir des textes qui existent déjà, il est autorisé à tout Béninois, n'est-ce pas, de créer un parti politique à partir du moment où on a des idées à vendre, on a une idéologie à défendre. Lorsque nous regardons l'échiquier politique national, si des partis qui existent ne sont pas encore dans la même logique que nous, si les partis qui existent n'ont pas les mêmes ambitions que nous, n'ont pas la même idéologie que nous, eh bien, nous autres, nous venons pour faire valoir notre idéologie, nous venons pour montrer qu'il est possible de faire la politique autrement. Donc, avec l'Union sociale libérale, vous verrez une autre forme de politique, vous verrez un parti politique qui n'est pas un bébé politique, mais qui vient de voir le jour avec les dents, et ça, nous aurons peut-être le temps d'en parler. Vous verrez donc l'intérêt et la raison pour laquelle nous créons un parti politique. Le besoin se faisait sentir. Nous avons juste répondu aux besoins. Vous le disiez tantôt, les tests le permettent, libéralisme économique, libéralisme politique, liberté d'association. Donc, ce n'est pas simple conformisme que le parti est né. Non, ce n'est pas par simple conformisme. Parce que vous allez constater que notre parti n'a pas pour idéologie la mouvance ou l'opposition. Notre parti a une idéologie clairement définie. Donc si c'était par simple conformisme, on n'aurait pas d'idéologie, on n'aurait pas de vision, on n'aurait pas d'ambition. On se serait créé simplement pour le plaisir de le faire. Mais je vous dis que nous avons une idéologie clairement définie, nous avons des ambitions que je vais vous présenter, nous avons une structure claire, nous avons également, absolument, nous avons également des ambitions. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas parler de conformisme. Vous verrez dans l'animation de la vie publique, dans le débat politique, vous verrez que désormais, il va falloir compter avec l'Union sociale libérale. Mais déjà, à votre naissance, certains estiment que ce parti est né sur les décombres d'une certaine déception du président Sébastien Germain Ajavon. N'ont-ils pas raison lorsqu'on sait tout ce qu'il a vécu? Il s'est battu haut et sang, bec et ongle, pour que, comme je le disais tantôt en intro, il est le faiseur du roi. Mais après, il a vécu plein de déboires. Est-ce que ce parti politique ne vient pas en revanche? Non, j'ai déjà entendu ce discours un peu partout. On parle de revanche, on parle de vengeance. Oui. Mais je dois vous dire qu'en toute chose, même dans la vie ambiante, il y a un déclic. Monsieur Ajavon ne rentre pas en politique à partir de ce parti qu'il crée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il était candidat à la dernière élection présidentielle. Il était donc de fait en politique. Après nous avoir dit que la politique n'était pas sa chose. Oui, ça c'est un autre débat. On le fera si vous voulez, parce qu'on ne va pas ressasser sans cesse le passé. Mais c'est juste pour vous dire que le fait d'avoir été candidat à l'élection présidentielle, il était déjà en politique de fait. Maintenant, il y est de droit.
Et donc, parce que pour animer la vie politique, il faut être constitué un parti. Donc, personne ne peut aujourd'hui lui faire le reproche d'être un parti politique. Personne ne peut dire que c'est par vengeance qu'il est dans un parti politique. Non, il pense que joindre l'acte à la parole, c'est entrer en politique, mais de façon régulière. Et donc, il vient de faire son entrée en politique de façon régulière. Le parti qu'il crée, qui va donc s'animer régulièrement. Le parti qui va participer à tout ce qu'il y a comme joute électorale dans notre pays. Donc, je ne pense pas que l'idée soit de se venger contre qui que ce soit. Ce n'est pas la peine. Si d'ailleurs c'était ça l'objectif, on l'aurait fait pas à la régulière, on l'aurait fait avec des armes non conventionnelles. On ne se serait pas constitué de façon légale, pas du tout. Et donc nous sommes légalement constitués. Et quand on veut se venger, on ne se constitue pas légalement. On fait les choses en sourdine, on fait les choses dans les couloirs. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans la logique de l'animation de la vie publique, de l'animation de la vie politique. Nous allons nous en donner les moyens. Et puisque, comme je vous le dis, le cadre légal le permet, donc on va y aller, ça ne devrait pas déranger, je crois. Nous allons rentrer dans le couloir de la préparation et de la naissance de ce parti politique, Union sociale libérale. Comment le congrès du 23 a-t-il été organisé? Quelles sont les personnalités qui étaient invitées à cette table pour décider de la création du bureau, de la mise en place des tests fondamentaux? D'accord. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de manœuvres dilatoires pour nous empêcher de créer notre parti politique. Non, de tenir le meeting. Non, de créer. Parce que si nous ne tenons pas le meeting, nous ne pouvons pas créer le parti. Nous devons la vérité aux Béninois et à tous ceux qui nous suivent. Voyez-vous, nous avons pris nos dispositions pour occuper les installations du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou pour notre congrès. Un congrès, ce sont les travaux intellectuels et puis après c'est un meeting. Nous avons rempli toutes les formalités administratives, nous avons même les formalités financières, nous avons payé ce qu'on devrait payer, nous avons même obtenu une autorisation pour tenir nos assises. Et curieusement, nous nous sommes rendus compte qu'à un moment T, la direction du stade de l'Amitié nous a envoyé un courrier pour nous demander de reporter à une date ultérieure notre congrès, arguant du fait que les installations du stade seraient occupées par une mission chinoise qui doit travailler dans le sens... C'est des choses qui arrivent. Non, vous ne pensez pas que c'est dirigé contre la naissance du parti? Non, c'est important de le dire parce que le directeur du stade de l'Amitié, pour un gestionnaire de son rang, devrait avoir le planning quand même de tout ce qui se passe au niveau du stade. Il ne peut pas avoir encaissé, avoir signé un contrat, avoir délivré l'autorisation pour après se rebiffer sous prétexte qu'une mission chinoise viendrait au stade. Je trouve que ça, ce sont des manœuvres dilatoires. Et ne pas le dire serait ne pas rendre service à notre pays. Parce que si on fait des contrats, si on signe des contrats pour ne pas les respecter, c'est très grave lorsqu'on a une gouvernance pareille. Et donc, comme vous le savez, on n'a pas pu occuper le stade. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'on nous demande de reporter le congrès à une date ultérieure. Alors que le stade n'est pas organisateur du congrès. Nous avions pris des dispositions par rapport à ça. Donc, quand on nous demande ça, c'est clair qu'on n'a pas envie que nous puissions tenir notre congrès. Mais puisque, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas un bébé politique, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous avions prévu notre plan B. Et notre plan B, c'était d'aller tenir le congrès à Djefa. Et comme Dieu sait faire ces choses, on nous a renvoyés simplement dans notre fief. Parce que vous savez très bien que Djefa... Ça veut dire que l'USL a déjà un fief. Mais l'USL est un parti national. Mais au moins, nous avons, aux dernières élections, nous avons constaté que dans cette région du pays, le candidat Sébastien Javon a fait un score, un très bon score. Donc à partir de là, on peut le dire, ils nous ont renvoyés à Djefa. Alors nous sommes allés à Djefa, nous avons tenu notre congrès, mais figurez-vous que nous avons sollicité une couverture sécuritaire au niveau de la police républicaine. Lorsque nous nous sommes dirigés vers la direction départementale de Lomé, par une autorisation écrite, on nous a demandé de nous rapprocher de la direction générale. Ce que nous avons fait. Alors, la direction départementale ne peut pas encaisser les frais liés à la sécurité s'il n'y a pas un OK venant de la direction générale. Jusqu'à vendredi tard dans la nuit, le quitus n'est pas arrivé. Donc, nous avons tenu notre congrès sans protection sécuritaire de la police républicaine. Mais là encore, on avait un plan B, puisqu'on s'était préparé à tout ça. Donc, on a sollicité une sécurité privée qui a fait son travail et nous avons dit à nos militants, voilà les difficultés que nous avons et donc souffrez que nous puissions tenir le congrès dans l'ordre et la discipline, ce qui est arrivé. Et donc, nous avons pour ce congrès reçu
environ 200 participants venus de tous les départements de notre pays. Chaque région était représentée au Congrès. Le vendredi 23 mars, nous avons discuté, adopté les textes fondamentaux du parti, le règlement intérieur, les statuts, la charte du parti. Nous avons élu un bureau exécutif national, ou plutôt un bureau national, parce qu'au terme de nos statuts, nous n'avons pas un bureau exécutif national, mais un bureau national. Et donc, ce bureau est composé de 15 membres. Là encore, vous voyez la nouveauté. Aucun parti politique n'a un bureau national de 15 membres. C'est important de le dire. C'est pour vous dire que nous ne venons pas en promenade dans le milieu politique. Et puisque nous avons eu notre congrès et notre bureau national, le samedi, donc le 24, au cours de meeting, nous avons présenté nos ambitions, présenté tout ce que nous avons envie de faire à tous nos militants et à tous les Béninois qui étaient curieux de savoir pourquoi l'Union sociale libérale a vu le jour. Et justement, au moment de ce meeting, nous avons senti que les propos étaient vraiment durs envers le pouvoir en place. Est-ce qu'il faut déjà dire clairement que l'USL s'inscrit dans l'opposition politique? Mais nous sommes un parti d'opposition, ça c'est clair. On n'a même pas besoin de le dire, puisque de toutes les façons, nous ne partageons pas la gouvernance actuelle. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Union sociale libérale s'inscrit dans l'opposition. Notre idéologie, ce n'est pas la mouvance. Notre idéologie, ce n'est pas l'opposition. Nous avons une idéologie claire, mais nous disons que nous ne sommes pas d'accord par rapport à la façon dont le pouvoir est géré. Et donc, nous l'avons claironné. On l'a clairement dit au cours de ce meeting. Donc, on ne fait pas ce genre de meeting pour faire plaisir à qui que ce soit. En attendant d'entrer dans les propos à fond, nous allons parler justement de cette idéologie. Être social et libéral à la fois, c'est rare. Comment vouliez-vous conjuguer ces deux options? Soit on est libéral et on sait que c'est un capitalisme dur, soit on est social, on sait qu'on est social. Mais être social et libéral à la fois, la conjugaison est vraiment difficile. Comment comptez-vous joindre ces deux éléments pour apporter la satisfaction au niveau du peuple béninois? Je vous remercie d'abord d'avoir compris que ce choix était rare. Je vous remercie. C'est pour vous dire que nous ne voulons pas faire les choses exactement comme les autres. Donc, on a une raison supplémentaire d'exister. On veut faire des choses qui n'existaient pas. Alors, j'ai entendu, et au niveau du parti Union sociale libérale, nous avons entendu, écouter tout ce qu'il y a eu comme critique par rapport à l'idéologie du parti. Mais je vais simplement demander aux uns et aux autres de s'informer un tout petit peu, de lire. Je crois que c'est le minimum. Lorsqu'on veut opiner, on s'informe. On prend toutes les précautions pour savoir si ce qu'on dit est vrai ou pas. Le social-libéralisme existe. Lisez bien les doctrines politiques, les courants de pensée politique. Vous comprendrez que le social-libéralisme est un courant politique qui existe. Nous avons déjà, au niveau du Bénin, au terme de la conférence des forces vives de la nation, nous avons déjà fait l'option du libéralisme économique. Donc rien de nouveau par rapport à ça. Nous sommes fidèles à l'option démocratique de notre pays. Nous faisons le libéralisme économique. Ça, c'est clair. Et pour nous, le libéralisme économique, c'est différent du capitalisme ou du libéralisme sauvage, comme on le constate actuellement. Il s'agit de développer une économie de marché. Il s'agit de créer l'emploi. Il s'agit d'offrir des opportunités aux Béninois. Il s'agit de créer la richesse. Et lorsqu'on a fait le libéralisme et qu'on a créé la richesse, le débat qui se pose, c'est dans la redistribution de la richesse. Est-ce que la richesse produite est redistribuée de façon équitable, de façon harmonieuse, pour que tous les Béninois puissent être heureux, puissent profiter du fruit de la richesse, et non quelques-uns seulement, comme on le constate aujourd'hui. D'où le social. Voyez-vous? Donc nous prenons des valeurs du socialisme que nous ajoutons aux valeurs du libéralisme pour construire un concept politique qui sied à notre pays. Donc, je vais dire, nous tropicalisons cela. Et c'est possible. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a un débat sur l'idéologie du parti. Pour nous, c'est totalement clair. Mais nous sommes heureux. Nous sommes heureux qu'il y ait ce débat. Parce que pendant longtemps, on n'a jamais fait le débat de l'idéologie politique dans notre pays. Des partis. Et donc, à partir du moment où l'Union sociale libérale arrive à créer le débat de l'idéologie, pour nous, c'est un bon qualitatif et nous sommes très heureux de créer cette ambiance de débat idéologique. Mais je vous explique que notre idéologie est totalement claire. Nous savons où nous allons, nous savons ce que nous proposons aux Béninois. Nous savons très bien qu'il est possible, n'est-ce pas, de joindre le libéralisme au social. Donc nous faisons du libéralisme à visage humain, simplement. Ce qui est également innovant dans votre parti politique, c'est également cette charpente du bureau national. Nous avons un président d'honneur, nous avons un délégué général,
nous avons des délégués généraux adjoints, nous avons des responsables appelés, parmi lesquels justement le responsable à l'information. Pourquoi avoir donné une telle structuration à votre bureau? Non, de toutes les façons, chaque parti politique s'organise et chaque parti politique a sa structure. Nous avons discuté au niveau du Congrès, il y a eu des échanges et le Congrès a adopté cette structure-là. Plutôt que de parler de président de parti, nous avons décidé à notre niveau de parler de premier délégué général, ensuite de délégué général adjoint chargé des questions politiques, délégué général adjoint chargé des questions de propagande, ainsi de suite. Et nous avons en haut un président d'honneur. C'est la structure que nous avons choisie. Je m'attendais à ce que vous me posiez la question de savoir pourquoi il y a 15 membres dans un bureau national, alors que déjà au terme de la loi, par rapport aux circonscriptions électorales, nous en avons 24 dans le pays. Donc on s'attendrait peut-être à avoir un représentant. Au niveau des représentants, au niveau des départements, au niveau des circonscriptions électorales. C'est aussi cela l'innovation du parti Union sociale libérale. Il faut une structure légère. Ce n'est pas la peine d'avoir dans un bureau politique, un bureau national, 80, 100 membres. On donne nettement le sentiment qu'on a envie de contenter des gens. Or, ici, nous ne sommes pas dans un système de contentement de qui que ce soit. Nous voulons être efficaces. Et une structure, pour son efficacité, doit être totalement souple. En fait, c'est ce que nous pensons. Si nous avons 15 membres de bureau, nous nous réunissons très rapidement et très facilement. Nous arrivons à atteindre le quorum très facilement. Et on avance en le faisant ainsi. Voyez-vous, on n'aura pas besoin d'attendre de réunir 80 personnes, 100 personnes pour faire les débats sérieux dans un parti. Ce qui est intéressant pour nous également, c'est quoi? C'est d'être en contact avec nos cellules de base directement. Voyez-vous? Et donc, il peut nous arriver de ne pas avoir besoin de passer par des intermédiaires systématiquement pour toucher nos cellules. C'est pour ça que je dis, l'important ici, c'est le travail sur le terrain. Le bureau national est un bureau avec un mandat de 3 ans, chacun ayant son poste et ses responsabilités, son cahier de charge. Nous travaillons pour recouper toutes les informations venant de nos cellules et pour prendre très rapidement les décisions. C'est ce que le Congrès a voulu. Et donc, à l'unanimité, le Congrès a adopté cette structure-là. Et nous allons faire l'expérience, n'est-ce pas, à partir de cette structuration inédite, unique d'un parti politique au Bénin. Un attribut important de votre parti politique, c'est également le logo. Nous en viendrons tout à l'heure, mais je voudrais déjà que nous écoutions un élément des propos du président d'honneur du parti Union sociale libérale qui montre l'engagement total du président Sébastien Germain Ajavan. Je suis là avec vous et pour vous. Et tant que le Créateur m'en donnera la force, que la nature et les mains de nos ancêtres béniront vos souhaits, moi, Sébastien Germain Ajavan, je serai présent partout, en tout temps, pour ce combat pour la liberté et le développement. Voilà Sébastien Germain Ajavan, définitivement engagé donc dans la politique. Et comme nous l'avons constaté, ce parti USL s'identifie réellement à lui à travers également ce logo, où nous voyons que c'est le logo qui avait porté le candidat Sébastien Germain Ajavan qui se retrouve être le logo du parti aujourd'hui. Non, lorsque vous dites que ce parti s'identifie à lui, c'est peut-être voir un aspect de la chose. Parce que si ce parti s'identifiait à lui, le parti se serait appelé ASG. Beaucoup de gens nous attendaient là, et je sais qu'ils ont préparé une énorme communication pour nous déstabiliser, parce qu'ils pensaient que le parti s'appellerait ASG. Mais ça fait l'objet d'un débat au cours du Congrès. Le président Sébastien Germain Ajavan n'a pas voulu que les initiales de son nom soient attachées au parti. Donc c'était sa façon de démontrer d'abord son humilité et ensuite son indépendance d'esprit pour que le parti vive au-delà de sa personne. C'est important de le mentionner. Mais nous ne pouvons pas, alors que, et ça vous faites bien de le rappeler, alors que le candidat a été aux élections ou à l'élection présidentielle avec un logo, nous ne pouvons pas changer à la fois le logo et la dénomination du parti. Donc on a décidé de ne plus continuer à parler de ASG, mais de continuer à garder le logo, parce que ce logo nous a quand même amené à avoir 23% à l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas petit. Ce qui n'est pas petit, voyez-vous. Et nos militants continuent à s'identifier par rapport à ce logo. C'est très facile lorsqu'on dit aujourd'hui, même si c'est de façon ironique, lorsqu'on dit aujourd'hui poisson bougé, on sait qui c'est.
On n'a même pas besoin de se fatiguer. Et justement, pourquoi avoir fait la jonction de ces deux éléments? Beaucoup de gens disent le poisson est dans l'eau, la bougie allumée ne saurait rester dans l'eau. Alors, une bougie et un poisson pour un logo. Non, vous savez, qu'est-ce qu'un logo? C'est surprenant. Qu'est-ce qu'un logo? Un logo, c'est un symbole. Un symbole par rapport auquel on s'identifie. D'accord? Le message d'un logo, c'est de dire, voilà nos valeurs que nous défendons, identifiez-nous par rapport à ça. Alors, les gens veulent voir la bougie allumée dans l'eau, c'est faux. Le bleu que vous voyez, c'est une couleur. C'est la couleur bleue. Oui. La couleur bleue, le bleu du ciel pour tout le monde, le bleu de l'océan, mais le bleu symbolise, pour ceux qui savent, la paix, le pouvoir, la puissance, la clarté, c'est le bleu. Donc pour nous, nous aspirons à aller vers le pouvoir, à prendre le pouvoir en toute puissance. C'est ce que le bleu symbolise. Le poisson pour nous, c'est quoi? C'est l'abondance. C'est l'abondance. Parce que vous voyez, lorsque vous voyez l'océan, le poisson est abondamment produit, c'est un don naturel. Et pour ceux qui mangent du poisson, le poisson est sain et tout ça. Donc pour nous, c'est vraiment l'abondance, parce que nous pensons que notre pays, le Bénin, a besoin, n'est-ce pas, de fils et de filles bien nourris, l'autosuffisance alimentaire. C'est important pour nous. Et la bougie, en fait, vous avez vu l'éclat de la bougie, c'est la lumière, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est le recueillement et tout le reste. Je ne vous apprends rien. Pour ceux qui ont une certaine foi, des fois on allume la bougie pour pouvoir se recueillir. Donc c'est un éclat de lumière. Donc quand vous mettez le tout ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons l'ambition, n'est-ce pas, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de nos populations. Si nous avons le pouvoir, si nous avons la puissance, donc nous avons la possibilité d'atteindre cette autosuffisance alimentaire dans la foi, dans l'espoir, dans la lumière, dans l'énergie. Donc c'est aussi simple que ça. Lorsque les gens font ce débat de logo, nous, ça nous fait sourire. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas à un concours de logo. C'est une œuvre de l'esprit. Donc on aime ou on n'aime pas. C'est aussi simple que ça. Mais si nos militants peuvent s'identifier à ce logo, si nos militants peuvent reconnaître ce logo-là, à première vue, même au réveil, nous, on aurait atteint nos objectifs. Donc, c'est le plus important pour nous. Nous allons écouter une fois encore le président Sébastien Germain Ajavon, cette fois-ci sur l'utilité de la création de ce parti politique Union sociale libérale. Qu'allons-nous faire du rassemblement dans la clarté? Il nous permettra d'abord d'exister comme force politique face au rouleau compresseur que le pouvoir déploie sur les populations les plus fragiles. Exister en tant que structure pour aller à la conquête de nouveaux militants, chaque fois plus nombreux, mais aussi aller à l'assaut des différentes élections, mettre en mouvement une animation politique qui réponde aux besoins quotidiens des populations, mettre en déroute les prédateurs de l'économie nationale. Et là, on sent que le président Sébastien Germain Ajavon met le pied dans le plat. Vous êtes jeune, formation politique et déjà beaucoup d'ambitions, de grandes ambitions. Oui, mais je vous ai déjà dit pourquoi nous sommes créés, n'est-ce pas? Pourquoi nous nous sommes constitués en parti politique. On nous enseignera à l'université et un peu partout là où on étudie les sciences politiques qu'on crée un parti politique pour conquérir et exercer le pouvoir politique. Donc, nos ambitions sont claires. Je vous l'ai dit, nous ne sommes pas un bébé politique, pas du tout. Nous sommes nés avec les dents et nous avons déjà participé à une élection présidentielle, on peut le dire comme ça, avec un acquis excellent qui est 23%. Un acquis qu'il va falloir conserver justement, comme le disait le président dans ses propos tout à l'heure, en gardant d'autres militants en plus. Comment comptez-vous œuvrer sur l'échiquier national? Parce que là, on vous identifie déjà à un parti régionaliste, trop ancré dans le mono, par exemple. Non, ça fait partie des critiques que nous entendons ça et là. Si vous voulez, je vais vous faire une démonstration simple. D'accord? D'abord, première chose, nous pensons qu'au terme des statuts que nous nous sommes donnés, nous avons des membres fondateurs, nous avons des adhérents, nous avons des sympathisants et nous aurons peut-être des alliés dans le futur. Donc, il y aura des adhérents, puisque nous irons à l'assaut des populations pour leur expliquer quels sont nos objectifs, quelles sont nos ambitions. Et ceux qui partagent nos ambitions, nos objectifs, iront avec nous dans le social-libéralisme. Mais quand on parle de parti du mono, c'est un procès
qui n'a pas de sens. Parce que, d'abord, comme je vous l'ai dit, nous avons 15 membres, n'est-ce pas, dans le bureau. Mais nous avons réussi le tour de force de couvrir tous les départements. Faites attention, vous verrez d'abord moi-même qui vous parle. On a toujours pensé que mon Abalo est du Molo. Moi, je suis de la Donga. À 100%, je suis de la commune de la Donga. D'accord? Première chose. Deuxième chose, regardez la structuration. Vous verrez des gens du Monokoufo, naturellement. Vous verrez Ouémé Plateau dans le parti. Vous verrez Zou Colline dans le parti. Donc, l'honorable Dassondo, c'est bien sûr les collines. Vous verrez l'Atakora et la Donga. Donc, tous les départements sont représentés dans le parti. C'est la question, Jean. Donc, on sent non, que la femme politique. Nous avons 15 membres. Il y a 3 femmes dedans. Il y a 3 femmes dedans. D'accord? Mais le problème, ce n'est pas de contenter, je vous ai dit, ce n'est pas de contenter qui que ce soit. Ça dépend du degré de militantisme. Et c'est un bureau de 3 ans qui est élu pour asseoir les bases du parti. Le parti, au bout de 3 ans, peut revoir certaines structures si nous retournons en congrès. Mais aujourd'hui, ceux qui nous font ce reproche ou ce procès-là, c'est ceux qui ne nous attendaient pas sur ce terrain-là. C'est ceux qui nous attendaient sur des terrains sur lesquels ils auraient pu nous phagocyter ou nous détruire au départ. Non, pas du tout. Nous sommes totalement logiques par rapport à ça. Je vous dis que dans notre bureau national, tous les départements sont représentés. Et ça, vous l'avez constaté avec la petite démonstration que j'ai faite. Pourquoi est-ce qu'on veut nous confiner dans le mono? Pourquoi on veut nous confiner dans le Koufo? Nous sommes un parti national, comme je vous ai dit, et les 200 délégués qui étaient au Congrès viennent de tous les départements de notre pays. On pourra vous le dire, si vous vérifiez, vous verrez. Donc, c'est un faux procès. Et je comprends, parce que... oui, je sais, on vous reproche beaucoup de choses. On parle également qu'on ne voit pas dans le parti de gros leaders, des députés, d'anciens ministres et autres. Nous allons y revenir, non, si vous permettez. Je veux bien répondre à ça très rapidement. D'accord. Nous sommes les mêmes à vouloir le renouvellement de la classe politique. Nous sommes les mêmes à vouloir que des jeunes prennent le devant. Nous sommes les mêmes à vouloir ne plus retrouver des anciens militer politiquement. Mais pourquoi on nous fait ce reproche? Nous, au niveau de l'Union sociale libérale, on a fait au moins cet effort de ne pas mettre de gros calibres dans le bureau. Mais pourquoi ça peut déranger? Donc je crois que non seulement nous... Vous auriez répondu à cette question. Oui, bien sûr, je crois que c'est pas le plus Je crois que l'autre côté qu'on reproche beaucoup à votre leader, également le président d'honneur de ce parti politique, c'est de ne savoir pas encaisser les coups et d'en donner. Dans le milieu politique béninois, c'est un milieu de crocodile, un panier à crabes. Alors nous allons écouter une fois encore le président lorsqu'il parle de cette réalité qui est dans le monde politique béninois. Je refuse la stratégie de la terreur qui impose le silence. Je n'en ai pas le droit. Au regard de la situation dramatique du pays et des attentes que les Béninois ont à mon égard. Oui, évidemment, les fossoyeurs de l'économie nationale résisteront, rivaliseront d'ardeur pour nous porter des coups les plus effroyables. Voilà donc là, Mabalo, les coups les plus effroyables. Donc vous êtes certain que vous allez recevoir des coups? Est-ce que vous êtes apprêté? Ce n'est pas au Bénin seulement qu'on reçoit des coups en politique. Quand vous entrez en politique, je l'ai dit quelque part, il y a des armes conventionnelles et des armes non conventionnelles. Donc on est totalement conscient du choix qui a été fait. Mais aujourd'hui, pour prétendre, n'est-ce pas, se faire élire, il faut animer la vie politique. Certains avant nous sont entrés en politique et ils sont encore là. Et donc, nous allons renouveler la génération politique. Nous sommes totalement conscients de ça. Nous sommes prêts. Monsieur Ajavon l'a dit lui-même, la terreur du silence ne va pas prospérer. Parce que pendant longtemps, on s'est tu sur certaines choses. Maintenant, on va animer le débat, comme je le dis. On va mettre le pied à l'étrier, on va descendre dans l'arène pour qu'on sente que la politique au Bénin est passionnante. Donc nous sommes préparés pour ça, moi je n'ai pas d'inquiétude. On va recevoir des coups et on va en donner. Il n'y a pas de problème. Vous faites bien une belle transition pour que nous puissions attaquer la deuxième partie de cet entretien, donc la Mabalo, une partie que nous allons consacrer à l'analyse de l'actualité nationale. Déjà 2 ans pour le régime Talon, un régime que vous avez contribué à faire. Alors quelle est votre appréciation globale par rapport à tout ce qui a été fait pendant 2 ans? D'accord. Alors, il faut dire
Et ça, c'est la vérité. Vous l'avez rappelé vous-même. Le président Sébastien Germain Javon a contribué à l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Et le président Javon s'en est même expliqué la dernière fois au congrès constitutif de notre parti. Depuis 2 ans, il ne s'est pas vraiment expliqué sur les raisons de son choix. Désormais, tout le monde sait qu'il avait 4 choix qui s'étaient posés à lui. D'abord, le choix de soutenir Zinsou ou pas, le choix de soutenir Talon ou pas, le choix de contester les résultats. Il y avait suffisamment d'éléments de contestation plausibles. Et enfin, le choix, n'est-ce pas, de demander aux électeurs de d'élire qui ils veulent selon leur conscience. Donc, il a préféré le choix de M. Patrice Talon parce qu'il a pensé que... Respectant la parole donnée, il nous a dit. Oui, non seulement ça, mais il a pensé que 3 ans d'exil changeraient un homme. Et donc, il s'est trompé en pensant que 3 ans d'exil auraient changé le président Patrice Talon. Une phrase qui mérite débat. Oui, mais on est prêt à faire ce débat, rassurez-vous. Effectivement, on a pensé. Vous savez, il y a certains qui disent que lorsque vous voulez protéger votre maison contre les voleurs, vous la confiez à un voleur. Parce qu'il connaît la maison et il la protège. Vous voyez, on a pensé que le président Talon protégerait le Bénin, n'est-ce pas? On lui a fait confiance. Mais aujourd'hui, on s'est trompé. Je ne voudrais pas dire que vous présentez le président Talon comme... non, je ne l'ai jamais dit. C'est utiliser une image. Donc, comprenez l'image que j'ai utilisée pour rester dans cette logique-là. Alors, 2 ans après, puisque c'est la question que vous me posez, 2 ans après, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Parole d'opposant? Non, pas parole d'opposant, c'est très objectif. Je vais vous donner quelques exemples, simplement. Lorsqu'on a lancé le programme d'action du gouvernement, qui est un chapelet d'intention, c'est un chapelet d'intention, on nous a promis des choses qu'on n'a pas vues jusque-là. Première chose, 2 ans après, est-ce que vous avez vu les logements sociaux qui ont été promis? On nous a dit qu'on ferait un certain nombre chaque année. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, pas un seul n'a été fait. Ça, c'est une promesse non tenue. Mais on nous a expliqué. Donné... Pardon? On nous a expliqué. Oui, mais ça n'empêche pas... les études avant l'action. Oui, mais on le savait, non? Et pourtant, on avait donné des échéanciers. Et donc, dans ce PAG, on a donné plusieurs dates qui n'ont pas été respectées. Même pour l'asphaltage dont on parle, les dates proposées n'ont pas été respectées. Donc, c'est ça la vérité des choses. Et figurez-vous que le président Talon a déjà fait 2 ans, n'est-ce pas? Il lui reste 3 ans. Malheureusement ou heureusement pour lui, je ne sais pas, les 3 prochaines années sont des années électorales. 2019, 2020, 2023. Donc des années de turbulence. 2021, pardon. Des années de turbulence. Donc je ne sais pas si ce qu'il n'a pas fait en 2 ans de paix, d'accalmie, s'il pourrait le faire en 3 ans de turbulence. Nous attendons pour voir vraiment ce qui va être réalisé. Mais nous pensons que sur ce plan, on n'a pas avancé. Sur le plan des libertés, nous avons reculé. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, parce que nous voyons des syndicats qui ont envie de manifester, on interdit des marches, on gaze les marcheurs, on trace des lignes rouges. C'est pas la première fois on le voit au Bénin. Oui, mais attention, mais c'est des reculs. C'est ça qu'on a combattu pour que le régime actuel vienne. C'est ça qu'on a combattu. Et eux avec nous. Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons dans ce régime des gens qui ont combattu ces pratiques, qui aujourd'hui se font chantre des mêmes pratiques. Donc on a combattu ça. Sur le plan des libertés, on a reculé. Sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, liberté d'association des étudiants, on a voulu contrôler cela en prenant des arrêtés ou des décrets allant dans le sens de réduire la liberté. Est-ce qu'on a avancé sur le plan des médias, chers amis? Nous avons des chaînes de télévision, de radio qui sont piratées. Et ça arrive sous le régime de M. Talon. C'est des choses qu'on a combattues. Donc je n'ai pas le sentiment, en tout cas à l'Union sociale libérale, nous n'avons pas le sentiment que sur ces plans-là, notre pays est avancé. Au plan économique. Donc, au plan économique, parlons-en. Vous avez vu le nombre de suppressions. Au plan des affaires également. Vous avez vu le nombre de suppressions d'emplois, ça et là. Allez au niveau de la Direction générale des impôts, je n'ai pas les chiffres, mais lorsque je les aurai, je vous les présenterai. Combien de chefs d'entreprise ont déposé les bilans au niveau de leurs entreprises? Combien d'emplois a-t-on créé en 2 ans? Faisons le point. Combien d'opérateurs économiques sont prospères? Combien de partenaires techniques et financiers de l'extérieur sont venus investir au Bénin? Globalement, à vous entendre, monsieur le porte-parole, le tableau est donc très sombre. Je vous dis ceci. Pour nous, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. On ne pourra jamais tout faire au même moment. Pardon? On ne pourra jamais tout faire au même moment. Oui, mais au moins, faisons ou on n'a qu'à faire ce qu'on nous a promis. Nous traçons, nous faisons le bilan là déjà. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Est-ce qu'elles ont été tenues? Vous constatez avec moi que non. Donc nous sommes restés sur notre fait et sur notre soif. Nous attendons sans espérer. Un point important quand même du régime Talon, c'est également les réformes.
ce régime est venu avec l'idée de faire des réformes dans presque tous les secteurs de la vie socio-économique nationale. Et nous avons vu les réformes. Les réformes, votre appréciation? Ben, c'est bien de faire des réformes. Voyez-vous, aucun pays ne peut se développer sans réforme. Mais en toute chose, il faut la méthode. Et c'est par la méthode que le péché est rentré dans la maison. Vous ne pouvez pas faire des réformes sans associer les gens qui sont concernés par ces réformes. Tous les problèmes que nous avons là, c'est le manque de dialogue, le manque d'association. Nous ne disons pas qu'il faut forcément associer tout le monde. Mais lorsque vous rentrez dans un secteur, il y a des gens qui sont dans le secteur, qui connaissent très bien le secteur, qui connaissent les problèmes. Mais vous ne pouvez pas, d'un coup de baguette magique, vouloir changer les choses. Vous ne faites pas le bonheur de quelqu'un contre son gré. Donc, le plus simple était, lorsqu'on a des réformes, on discute avec les acteurs concernés, on les associe, on leur explique pourquoi il faut faire des réformes. Mais vous avez nettement le sentiment que tout se passe comme si on conduisait des moutons de Panurge, on conduit des hommes, et les hommes, c'est le corps et l'âme. Lorsque vous conduisez des hommes, vous ne les conduisez pas comme s'ils n'avaient pas le sens de réflexion, comme s'ils n'étaient rien du tout. Vous les écoutez, vous prenez en compte leurs doléances, vous leur expliquez ce que vous voulez faire, et ensemble, dans un consensus, on y va, vous y allez. Mais on a le sentiment que notre pays, excusez du peu, géré comme une société, qu'à la tête du pays, nous avons un président directeur général plutôt qu'un président de la République. Je ne vous le fais pas dire. C'est important de le mentionner. L'une des réformes les plus importantes, c'est également la réforme du système partisan. Est-ce que l'USLAD a réfléchi à ce tournant important dans l'échiquier politique national? La réforme au niveau du système partisan, le financement des partis politiques, le regroupement des partis politiques en deux grands blocs. Nous sommes déjà dans la réforme du système partisan à l'Union sociale-libérale. Pourquoi vous le dites? Parce que nous sommes une union déjà. Même dans la dénomination de notre parti, nous sommes Union sociale-libérale. Oui. Notre ambition, c'est d'avoir sous notre coupole tous les sociolibéraux. Donc tous ceux qui pensent de la même façon que nous, la porte est ouverte pour qu'ils viennent. Et donc nous pensons déjà, nous autres, à un regroupement au niveau de notre formation politique. Et nous sommes prêts à la réforme du système partisan. Et nous accompagnerons toute initiative allant dans ce sens. Mais, tenez-vous tranquille, une chose est de vouloir la réforme du système partisan, une autre est d'y arriver vraiment. J'espère qu'à l'Assemblée nationale, on va y arriver. Parce que quand vous écoutez les députés, quand vous écoutez les uns et les autres, on n'a pas le sentiment d'une volonté manifeste d'aller vers la réforme du système partisan. Parce qu'il y a des non-dits, il y a des intérêts cachés, inavoués. Et donc, si la loi passe au niveau de l'Assemblée nationale, si ça passe le contrôle de constitutionnalité, si ça passe la promulgation par le chef de l'État, ça va s'imposer à tout le monde et on va y aller. De toutes les façons, nous, on est prêts pour la réforme du système partisan parce que nous pensons que c'est important. Et tel que ça se passe au niveau de l'USL, comme je vous ai dit, on est déjà dans cette logique-là parce que la naissance de notre parti risque de sonner une certaine bipolarisation de l'échiquier politique. Nous allons continuer d'analyser le bilan du président Patrice Talon. Et justement, au cours de ce meeting géant qui a eu lieu le samedi 24 mars 2018 à Diefa, le président Sébastien Germain Aljabon a dit quelques mots. Nous l'écoutons. Il n'est plus de doute à ce jour que le pouvoir que nous avons fortement contribué à élire a tourné dos aux attentes clairement énoncées par les populations, mis sous le boisseau les priorités pour nos quartiers de ville et villages. Selon les aveux des gouvernants eux-mêmes, notre pauvreté évolue vers la misère. Dans un Bénin où des millions de nos concitoyens sont fracassés, fragilisés, violentés, chassés, poursuivis et dépossédés de leurs activités. Les populations comme les entreprises sont de plus en plus en difficulté. Les recettes de l'État fondent et beaucoup de chiffres annoncés par le pouvoir constituent en réalité une fantaisie de communication. En parlant ainsi, donc la Mambalo, est-ce que le président Sébastien Germain Aljabon ne fait pas un peu le lit à l'impunité? Il y a plusieurs personnalités qui ont fui ce pays parce qu'ils doivent se soumettre à la justice. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit harcelées, qui ont quitté le pays. Est-ce que c'est de la faute du pouvoir en place? D'abord, je vais vous dire une chose. Oui.
Monsieur Sébastien Germain-Javon, que vous voyez là, Oui. n'a pas fui le Bénin, Bien malgré sûr. les difficultés qu'il a. Poursuivi pour une affaire de 18 kg de cocaïne, il avait la possibilité de fuir. Mais il s'est présenté à la justice de son pays, qu'il Bien a sûr. blanchi. Bien sûr. Voyez-vous, ça c'est un modèle. Persécuté pour les affaires de TVA, il s'est présenté à plusieurs reprises devant le juge par rapport à ce dossier. Il n'a pas fui. Persécuté pour 155 milliards d'impôts et tout le reste, il n'a pas fui le Bénin. Donc c'est le prototype de quelqu'un qui aime son pays, qui ne fuit pas les difficultés. Je ne veux pas beaucoup parler, mais suivez mon regard. Il y en a dans ce pays, lorsque ils ont été confrontés à des difficultés, ils ont fui. Or, en droit, la fuite est un aveu. Et donc, à partir du moment où M. Sébastien Germain-Javon, lui, n'a pas fui son pays, et donc il ne se reproche rien, il est droit dans ses bottes. C'est important de le dire. Oui. Deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est par rapport à la situation économique de notre pays. Quand vous observez le mode de fonctionnement du régime, vous vous rendez compte que ce sont effectivement des gens qui ont gagné leur argent à travers les marchés publics. Parce que si vous êtes commerçant, que vous avez acheté et vendu, vous ne pouvez pas casser les petits commerces comme ça s'est passé là. Vous savez, nous sommes une économie, une petite économie. Et il y a ce qu'on appelle le commerce de proximité. Aujourd'hui, on peut faciliter la tâche aux bonnes dames ou même aux populations pour acheter certaines petites choses. Ça fait partie de l'économie. Et donc, quand vous avez été commerçant, quand vous avez gagné de l'argent à la sueur de votre front en achetant, en revendant, quand vous n'avez pas gagné de l'argent à travers les décrets et les arrêtés, donc les marchés publics, vous n'avez pas la même façon de fonctionner. Eux, c'est comme ça qu'ils ont gagné de l'argent. Il faut Et ils ont laisser donc ce détruit. petit commerce se faire dans l'espace public. Ils ont détruit les petits commerces. Je vais vous proposer une méthodologie simple. Bien sûr. Nous ne sommes pas contre, n'est-ce pas, l'aménagement La du libération territoire et tout le de reste. l'espace public. On n'est pas contre. Bien sûr. D'accord. Ok. Mais en cela, il faut toujours des phases pilotes. Est-ce que le gouvernement, dans cette politique-là, ne pouvait pas prendre à titre d'exemple un arrondissement pour opérer les casses, construire et démontrer aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la durée? Voilà, à titre pilote, nous avons pris un arrondissement, nous avons cassé, nous avons construit, c'est ce que nous voulons faire et nous voulons généraliser. Donc les gens ont le temps de se préparer à ce genre d'actes. D'opération. Mais on a cassé tout le monde au même moment pour ne rien faire sur les espaces libérés. Mais c'est ça ce que nous disons. Pour ne rien faire. C'est Mais écoutez, annoncé. Qu'est-ce que vous appelez cet annoncé? C'est annoncé. L'asphaltage, l'embellissement de la ville. Rien qu'à vous regarder, j'ai le L'embellissement sentiment que vous n'y croyez pas contrées. vous-même. Rien qu'à vous regarder. J'attends. J'ai le sentiment que vous n'y croyez pas vous-même. Moi, j'attends. Non, vous attendez. Mais vous allez J'attends. attendre Parce qu'il jusqu'à reste quand? encore 3 ans. Oui, mais je vous ai dit, les 3 prochaines années seront les années les plus difficiles pour le régime actuel. Les 3 prochaines années. Et donc, dans un environnement pareil, je ne vois pas de réalisation. Il faut être honnête, il faut le dire directement. Vous voyez un peu la situation économique du pays. Vous voyez un peu les emprunts obligataires. Vous voyez un peu la façon dont le gouvernement va sur le marché financier, avec des montants que des individus peuvent avoir. Quand vous voyez tout ça, vous sentez que la fin est proche. Vous sentez qu'on a des problèmes de trésorerie. C'est ça la situation actuelle. Et M. Sébastien Germain-Javon a présenté le tableau clair. C'est un opérateur économique qui est plusieurs présidents du patronat. Donc il sait ce que c'est. Il est informé dans tous les détails sur la vie économique de notre pays. Donc s'il en parle, il est la personne indiquée pour en parler. Et je pense qu'on devrait pouvoir le prendre au sérieux. C'est parce qu'on sait tout ça qu'il y a beaucoup de débats sur la sortie de l'USL. Il y a beaucoup de cauchemars, je le dis comme ça, par rapport à la sortie Donc vous de faites ce si parti peur. politique. Oui, on fait peur. Je crois qu'on fait avec peur. vos dents. Oui, je crois. Parce que, vous voyez, depuis une semaine, on ne parle que de ça. De l'USL. Dans tous les sens. Les gens sont allés même jusqu'à falsifier notre logo. Et donc présenter plusieurs types de logos pour semer la confusion dans la tête des Béninois. Donc si vous ne faites pas peur, personne n'a le temps de s'occuper de vous. On ne jette de la pierre qu'au fruit mûr. Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et nous, ça nous réjouit. Ça veut dire qu'on est né et qu'on existe. L'actualité politique nationale, non, l'actualité nationale tout court, j'allais dire, c'est également cette série de grèves perlées. Nous allons en parler tout à l'heure avec vous, mais avant, je voudrais qu'on écoute encore une fois le président Sébastien Germain-Javon sur l'analyse de la politique du gouvernement Talon. Notre pays connaît un bond en arrière sans précédent. Qui peut aujourd'hui facilement payer la scolarité de ses enfants? Personne.
Qui peut aujourd'hui faire son commerce à Dantokpa et dans les autres marchés du Bénin en toute quiétude? Qui n'a pas de parents ou des enfants qui ont été licenciés au cours des 24 mois passés? Qui peut aujourd'hui obtenir une microfinance sans difficulté? Qui peut même soigner sa famille sans difficulté? Qui peut se réunir sans entrave? Et surtout, qui peut s'exprimer sur la mauvaise gestion du pays sans risque d'aller en prison? Voilà le président Sébastien Germain Aljabon qui s'exprimait une fois encore par rapport à tout ce que nous constatons aujourd'hui sur l'ambiance nationale dans notre pays. Et je parlais tantôt des grèves. Le président parlait tantôt également de la morosité économique dans notre pays. Oui, vous savez, le problème des grèves, parlons-en, c'est un problème de dialogue. C'est tout. Souvenez-vous qu'à l'avènement du régime du président Patrice Talon, les syndicats ont signé une charte. Une charte, oui. La charte sur le dialogue social. C'est vrai. Pourquoi la charte n'est pas respectée? Parce que simplement, il y a une crise de confiance. Lorsque vous avez des syndicats qui font des revendications, que vous les rencontrez pour discuter avec eux des différentes revendications, que vous vous entendez sur un moratoire, et qu'après, vous passez par derrière pour leur retirer le droit de grève? Vous pensez que dans un environnement pareil, les gens seront suffisamment confiants pour discuter avec vous? Ce n'est pas possible. Donc la crise de confiance s'est installée à cause des manœuvres du gouvernement. Et à partir de cet instant, les grèves se poursuivent parce que les revendications sont clairement définies mais ne sont pas satisfaites. Je pense même que si nos autorités avaient l'humilité, l'honnêteté de faire des promesses aux syndicats, on pourrait encore se comprendre. Mais vous constatez une certaine insolence et une certaine arrogance dans les propos. Vous entendez des gouvernants qui rencontrent les acteurs sociaux et qui leur parlent un langage que vous-même n'oserez même pas utiliser chez vous à la maison. On rencontre des enseignants qui construisent la carrière de tous les cadres, je le dis ainsi, et qu'on parle de bouillie et de croissant. Je trouve que c'est à la limite manquer de respect aux enseignants. Lorsqu'on n'a pas relevé le niveau du SMIC et qu'on multiplie de façon exponentielle les salaires de certains cadres, comprenez qu'il y a un problème. Et l'environnement est tel que les gens sont obligés, malheureusement, de faire les grèves pour se faire entendre. Est-ce qu'ils n'en font pas un peu trop? Mais écoutez, vous parlez comme si c'est la première fois qu'on fait des grèves dans le pays. On fait des grèves dans le pays, mais pour cette fois-ci, il y a un jusqu'au-boutisme qu'on ne comprend pas. Il n'y en a jamais eu. Est-ce qu'il n'y a pas une main invisible derrière? Parce qu'on voit derrière ces actions la main de l'opposition. L'opposition dans laquelle s'inscrit aujourd'hui l'USL. Penser qu'il y a une main invisible, c'est insulter les centrales syndicales. C'est insulter les syndicats. C'est parler comme si eux ne connaissaient pas quels étaient les intérêts. Donc les mains invisibles n'ont jamais existé. On a vu des télécommandes dans ce pays. Ceux qui parlent des mains invisibles sont ceux qui ont utilisé les mains invisibles pour manipuler les syndicats. Donc ils en savent tellement qu'ils en parlent librement. Ça veut dire qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est trop facile de voir le malheur, son propre malheur, dans les comportements d'autrui. C'est aussi simple que ça. Les centrales syndicales ne demandent pas grand-chose. Elles demandent à être écoutées. Elles demandent à être écoutées et elles demandent à ce qu'on prenne des engagements par rapport au respect de certaines revendications. Si les centrales syndicales étaient à l'aise et qu'elles avaient confiance en nos dirigeants, on trouverait des solutions. Dernièrement, le médiateur de la République a initié des rencontres. Mais vous voyez qu'à la dernière rencontre, le gouvernement n'était pas représenté. Le gouvernement n'était pas représenté. Le médiateur a dû discuter avec les centrales syndicales. Bien sûr. Et après, maintenant, projette d'aller rencontrer les représentants du gouvernement. Or, il nous est arrivé, il nous est parvenu que, normalement, ce devrait être une rencontre tripartite. Ça ne s'est pas passé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui nous gouvernent ne se soucient pas des revendications des centrales syndicales. On attend qu'il y ait un pourrissement. On attend qu'il y ait des menaces d'années blanches, des menaces de ci ou de ça,
pour commencer par essayer quelques Il y a eu négociations. quand même des actions de dégel. Par exemple, défalcation sur salaire de ce mois n'a pas été effectuée. Donc, c'est déjà une action pour dire Mais revenez à la table de négociation. Vous oubliez que pour en arriver là, il a fallu faire des pieds et des mains. Vous pensez que si les gens s'étaient tus, le gouvernement n'aurait pas continué à défalquer? Non, c'est tout. Nous sommes arrivés dans une situation où les gens sont prêts à tout. Et tout le monde s'est braqué parce que le dialogue n'existe pas, parce que le langage de vérité n'existe pas, parce que la ruse et la rage existent. Et c'est ça, malheureusement, qui amène les gens à être braqués. Je pense que le gouvernement doit faire l'effort d'écouter et l'effort de proposer des solutions justes. Lorsque dans un pays, vous augmentez vos salaires, et dans le même temps, vous demandez aux gens de se serrer les ceintures. Il paraît que la vérité des salaires, ce n'est pas les 5 millions, les 8 millions qu'on nous avait dit. Mais ça a été augmenté, oui ou non? Est-ce que la vérité, il y a eu augmentation, oui ou non? Pendant qu'il y a augmentation pour ces gens-là, est-ce qu'on a relevé le niveau de SMIC? Est-ce qu'on a augmenté les revenus des petits fonctionnaires? Au contraire, à l'arrivée du gouvernement, on a suspendu tout ce qui est prime. Bien sûr, Prime. oui. Et pendant ce temps, on n'a pas suspendu les primes de nos dirigeants. Mais qu'est-ce que les responsables à divers niveaux peuvent faire sans les petits fonctionnaires? Rien. C'est une chaîne. Donc, quand on augmente les émoluments d'un maillon de la chaîne, il faut le faire pour que toute la chaîne tienne. Sinon, si un maillon lâche, c'est la chaîne qui lâche. Donc, je pense que c'est une vision d'ensemble. Et à l'Union sociale libérale, Oui. nous sommes contre ce genre de pratique. Nous pensons que le social doit revenir au cœur de la gestion du pays. Et justement, qu'auriez-vous faire pour une action forte pour le dégel de la situation, de cette crise sociale qui perdure? Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que voulez que nous l'USL fassions? aurait pu faire? Mais ceux qui détiennent les manettes, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qu'un parti politique qui n'a pas l'effectivité du pouvoir? Un parti politique qui vient de naître, qui ne gère pas le pouvoir? Qu'est-ce que vous voulez que l'USL fasse? Nous sommes dans une crise où il y a D'inviter le les gens toujours gouvernement. à la marche, aux grèves sans fin? Nous venons de naître. Nous n'avons pas encore marché jusqu'à présent. C'est vrai. Et je ne sais pas si au niveau de l'USL, on décidera d'aller dans les marches. Je ne sais pas. J'attends que le parti en décide ainsi. Mais pour le moment, on vient de naître. Donc nous, on ne peut encore rien faire. La seule chose qu'on demande, c'est que le gouvernement écoute les gens et qu'il règle les problèmes des centrales syndicales pour que l'école marche bien, pour que les hôpitaux fonctionnent très bien, pour que tous les secteurs d'activité puissent fonctionner. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce sentiment-là. On a le sentiment d'une volonté de passer en force dans tous les secteurs. Mais partout où il y a un passage en force, il y a résistance. Et c'est ce que nous notons sur le terrain. C'est dommage pour le pays, mais nous sommes là, nous avons vu le jour pour contribuer au développement de notre pays. Nous entendons prendre le pouvoir et l'exercer. Bien sûr, c'est l'ambition de tout parti politique. Et justement, le président Sébastien Germain Adjavon parlait également de cette question de licenciement massif des jeunes. Alors, difficile aujourd'hui d'inscrire son enfant à l'école, la morosité économique est très forte, difficile également d'avoir un boulot dans ce pays. Dites-nous, au niveau de l'USL, qu'est-ce que vous auriez proposé comme action, justement, face à cette flopée de personnes qu'on a enlevées de certains services publics pour réorganiser? Difficile d'avoir un boulot, vous avez dit. Bien sûr. Mais même quand vous avez le boulot, difficile de le maintenir. Vous avez vu, lorsque nos députés se sont réunis à l'Assemblée pour voter la loi sur l'embauche, Sur l'embauche la loi sur les collaborateurs extérieurs. extérieure. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'être en contrat à durée déterminée par la faute de nos dirigeants, notamment de nos députés. Oui. Indéfiniment, vous êtes en contrat à durée déterminée. Déterminé. Et les conditions même de perte d'emploi sont telles que ceux qui sont des promoteurs d'emploi sont à l'aise, alors que ceux qui sont utilisés pour être employés souffrent le martyre. Et ça encore, c'est parce que ceux qui nous dirigent sont des employeurs pour la plupart du temps, ça les arrange. Oui. La jeunesse n'est pas protégée, elle n'est pas promue. La loi sur les collaborateurs extérieurs. Figurez-vous que dans notre pays, nous ayons une école nationale d'administration qui forme pour l'administration, qu'on n'utilise pas les gens formés pour l'administration et qu'on utilise des collaborateurs extérieurs qui ont pour la plupart un contrat de 2 ans, 3 ans, qui vont repartir d'où ils viennent après le mandat du président Talon. C'est ça le problème. Et si vous allez fouiller, vous constaterez que ces collaborateurs extérieurs ne sont pas inscrits à la Caisse nationale de sécurité sociale, donc ne payent pas la retraite. C'est des démembrements des réalités politiques. Et donc, quand on a un environnement comme ça, vous voulez parler de la promotion de l'emploi pour la jeunesse,
Vous voulez parler de quel avenir pour la jeunesse? Alors donc nous pensons, et ça c'est important de le dire, qu'il faut créer le cadre pour favoriser la création d'emplois. L'État ne crée pas des emplois. L'État trace le cadre pour permettre aux opérateurs économiques de créer l'emploi. Et le président d'honneur de l'USL, opérateur économique, donc créateur d'emplois, il en a créé énormément. Il est connu dans ce domaine. Et donc il a l'expertise pour ça. Si nous avons la chance, comme nous le souhaitons, de prendre une part dans le développement de notre pays, on fera notre preuve. Nous ne tenons pas un discours de politique et tout le reste. Il y a les faits qui parlent pour le président d'honneur, il y a les faits qui parlent pour beaucoup de membres de notre parti, et donc nous ne demandons qu'à être mis à l'épreuve. Donc là, Mabalo, nous entamons déjà la descente pour boucler cette émission, mais je voudrais vous demander si cela suffit pour que la jeunesse tombe dans un travers. On parle beaucoup plus de crimes humains, de Kennedy, de Gaiman. Je vous laisse opiner sur ça, juste 30 secondes pour nous dire, selon vous, d'où vient cette crise sociale? Personne ne peut accepter les crimes rituels. Personne. À partir du moment où, dans nos textes, la vie est sacrée, on ne peut jamais applaudir le fait qu'on ôte la vie à des gens pour des raisons pécuniaires. Ça, c'est important. Ensuite, j'ai noté que beaucoup de jeunes sont arrêtés ça et là. J'espère simplement qu'il n'y a pas d'injustice dans ça, parce que s'il suffit qu'on puisse appeler un numéro pour dénoncer quelqu'un, pour qu'on descende et qu'on aille chercher la personne, à la limite qu'on blesse même des gens, la méthode me paraît un peu problématique. Mais il n'en demeure pas moins important qu'on ne peut pas encourager ce genre de choses. La solution, c'est d'occuper la jeunesse. C'est d'occuper la jeunesse. Parce que les gens se retrouvent dans une situation délétère. Ils n'ont pas d'autres espoirs. Ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'opportunités. Et donc, ils s'adonnent, n'est-ce pas, à la cybercriminalité. Il faut occuper la jeunesse. Tant que la jeunesse est occupée, elle ne peut pas se livrer à ce genre de travers regrettable. Je sais que cette question peut faire l'objet d'un grand débat, mais nous allons entamer les perspectives en écoutant une fois encore le président d'honneur de l'USL. Les Béninois souffrent. Nos libertés sont menacées. Mobilisons-nous dès maintenant pour refuser l'arbitraire et l'injustice. Rassemblons-nous pour créer une alternative de progrès démocratique en faveur de la liberté et du développement. Voilà Sébastien Germain Ajavon qui revenait encore dans son discours le jour du 24, le samedi 24 mars 2018, où il a organisé le géant meeting pour l'USL. Nous allons conclure cette émission déjà, hein, monsieur le porte-parole de l'USL. Le temps passe très vite. Et je voudrais qu'on conclue sur les échéances à venir. Comme vous le disiez tantôt, les 3 prochaines années seront des années éprouvantes pour les partis politiques. Nous avons les communales, les locales, nous avons les législatives déjà avant, et après nous avons la présidentielle. J'attaque pas la présidentielle. Est-ce que le président d'honneur sera candidat? Le parti en décidera. À partir du moment où il est président d'honneur d'un parti politique, le moment venu, le parti décidera si oui ou non M. Ajavon est candidat. Et si vous étiez dans un grand bloc, comme on le susurre, les nouvelles réformes du système partisan, et si le bloc ne le désire pas candidat? Pour le moment, on n'est pas encore dans un bloc. Donc le débat ne se pose pas. Lorsqu'on sera dans un bloc, on parlera et on décidera. Ce qui est certain, c'est quoi? C'est que M. Ajavon est respectueux des textes, il est respectueux de sa signature. Le moment venu, on fera le débat. Et s'il est celui qui doit porter les couleurs de l'USL ou du bloc dont vous parlez, on va aviser le moment venu. Donc là, Mabalo, je vous laisse conclure sur cette question d'échéance électorale. Est-ce que l'USL sera présente sur toutes ces 3 années au niveau des 3 échéances électorales que nous attendons? Vous avez écouté le président d'honneur, il l'a dit, c'est partout où besoin sera. Dans tous les cas de figure, nous nous sommes constitués parce que nous avons l'ambition de gagner le pouvoir, de le gérer et de démontrer ce dont nous sommes capables. Donc nous serons présents à toutes les élections, à toutes les échéances électorales, élections législatives dans quelques mois, municipales, présidentielles. Il va falloir compter désormais avec nous. Et ceux pour qui notre sortie reste un cauchemar, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Parce que là, on va faire en sorte de rester cauchemar pour eux. Et on va vraiment animer le débat politique. Pour nous, c'est important. Parce que jusque-là, dans le débat politique, on a entendu pas grand-chose. Les médias ne donnent pas la possibilité d'avoir des débats contradictoires. Nous sommes disponibles, prêts à aller en contradiction avec n'importe quelle chapelle politique. On est là pour ça. Vous n'allez pas regretter. Je crois que l'USL entend révolutionner
le milieu politique béninois. Merci donc Lama Balo d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le responsable à l'information et à la communication et en même temps porte-parole de l'USL, Union sociale libérale. Émission spéciale baromètre de ce jour, ce sera tout. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.